toute façon, il y a une phrase qui dit: «Un mix, ça se termine pas, ça s'abandonne». Mais tu te mets face à un vrai piano, en fait, il se passe un truc qui est complètement différent. Tu as une vibration acoustique. En fait, des fois, les gens, ils voient, «Oh, tu as des super plans et tout», mais alors, les super plans, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais des plans foireux, j'en ai, plein les placards. Contrairement à quand tu es un artiste et que tu veux un rendez-vous chez Universal ou un truc comme ça, où c'est très compliqué, les éditeurs, souvent, sont preneurs de nouvelles rencontres parce qu'ils font du volume. Je pose le verre et c'est bon, c'est bon. Parfait. Bon bah bonjour Tristan. Hello, ça va, Merci Aurélien? de ton temps. Bah, ça va et toi? Ouais, ouais, très bien. Bah écoute, merci de ton temps, merci d'être sur la chaîne, de participer à cette petite interview, ça va être cool. Parce que ça fait un moment que je voulais t'interviewer et puis on s'est manqué. Et D'accord. au bout d'un moment on a fini par se recroiser. Est-ce que déjà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux un peu te présenter, qui tu es, ton parcours, voilà ce que tu fais? Alors, donc je m'appelle Tristan, je suis, Tristan Bray, je suis, à la base, je suis bassiste. J'ai commencé, à faire de la musique en tant que bassiste, en accompagnant des artistes, en tournée, sur des disques, dans les clubs de jazz, quelques plateaux de télé et cetera et puis, progressivement, je me suis mis dans la compo, et puis j'ai commencé à composer, pour, pas mal de supports différents, c'est-à-dire pour des documentaires, pour des maisons de disques, pour d'autres artistes, pour de la publicité, pour des films et cetera et de là, j'ai commencé, il y a pas très longtemps, un projet plus personnel. Puisque à force de travailler beaucoup pour les autres, j'ai eu envie de faire un peu des trucs pour moi et donc j'ai monté mon projet et dans lequel je me mets un peu aussi dans les visuels. Voilà. Ok, donc t'as commencé en tant que bassiste, c'était vraiment une volonté de vivre de la musique à la base? Ouais, je me voyais pas du tout faire autre chose. En fait, pour faire plaisir à mes parents, après le bac, j'ai commencé des études, mais j'ai très, très, très vite compris que ça serait pas voilà. Donc j'ai basculé, assez vite sur la musique et j'avais commencé la basse en autodidacte, quand j'avais 15 ans et puis j'avais pris quelques cours et à ce moment-là, donc je me suis mis à travailler plus sérieusement mon instrument et c'est devenu mon métier donc voilà, je suis devenu bassiste. D'accord. Et donc ça a duré combien de temps cette phase où t'étais vraiment que bassiste et t'en vivais? Alors, Ça. j'ai été que bassiste, c'est dur parce qu'en fait, il y a eu un glissement entre les 2 D'accord, trucs. C'est-à-dire que j'ai fait que de la basse, peut-être pendant, 10 ans d'accord. et Donc puis quand même. ouais, quand même et puis après, je me suis mis, progressivement à la compo tout en étant bassiste D'accord. et en gros, j'ai fait les 2 jusqu'au covid, à peu près. D'accord, ok. Sachant que t'as commencé en, du coup. Oh, la bonne question! En 72? Non, j'ai commencé à vivre de la musique, je devais avoir 23-24 ans D'accord, et je suis de 76 donc faut faire ok. un calcul mais ça voilà, Oh. ça fait un Le petit calcul temps. s'affichera sur l'écran hein, pour ceux qui sont flemmards. Je laisse ça au monteur, bien sûr. Voilà, Ok, très bien. je fais encore un peu de basse, je fais encore de temps en temps des séances ou des accompagnements et tout, mais c'est devenu une activité secondaire par D'accord, rapport à la compo. d'accord. Et ça a été quoi un peu l'élément déclencheur qui t'a poussé vers la compo? Bah, en fait, j'ai toujours composé, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de la D'accord. basse, à la base, je voulais faire des compos, donc j'ai eu des vieux supports à l'époque, donc il y avait pas d'ordi et tout ça, donc Hmm, on m'avait prêté un magnéto à bande du type de celui qui est derrière moi là, sur d'accord. lequel j'ai un peu commencé. Après, j'ai eu un 4 pistes à cassette. Après le 4 pistes à cassette, j'ai eu un 4 pistes à disque un 8 pistes à disquette, petit à petit et après le miracle de l'informatique, est La arrivé. MAO, tout ça. Voilà, donc je me suis mis à Pro Tools, quand, voilà, j'avais une Digi 01, ça parlera peut-être, aux plus vieux qui regardent l'émission, mais voilà, donc j'ai commencé comme ça et quand je faisais de la basse, en fait, j'empilais des lignes de basse et je faisais de la guitare avec la basse, je faisais une mélodie avec la basse, je faisais de la batterie avec la basse, j'empilais mes 4 pistes et je faisais des compos. Putain, Donc c'est j'ai cool. toujours, adoré faire ça et puis, à un moment donné, ben, quand je me suis mis à avoir pas mal de travail dans le métier de bassiste, j'ai mis un peu la compo de côté et pour vraiment accompagner, les gens et jouer de la basse et puis, plus tard, j'ai eu envie de me remettre surtout avec la MAO. En fait, la MAO, ça a été un gros déclencheur
parce que d'un seul coup, en fait, on pouvait faire des compos tout seul. Et, Hmm. voilà. Et j'ai commencé à faire mes premières compos pour un documentaire de montagne qui était réalisé par un copain D'accord. et sur lequel j'ai fait la musique. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la compo. Ça devait être il y a pas loin d'une vingtaine d'années, un truc comme ça. D'accord. Et donc cette première opportunité, c'est vraiment venu parce que la personne qui réalisait le docu, c'est ça, était ton pote, c'est ça? Ouais, c'était mon pote. Après, c'était un tout petit docu. Oui. Voilà, c'était vraiment. C'était plus pour me. C'est comme aujourd'hui, les jeunes compositeurs qui font des courts-métrages. C'est un truc où j'ai pas Hmm. été payé, ou c'est moi qui ai proposé. Je lui ai dit, bah attends, parce D'accord. il avait pas trop de musique, enfin, où il avait des trucs libres de droit ou des trucs comme ça. Et moi, je me suis dit, bah attends, moi, je ferais bien la musique de ton film, ça m'éclate, j'ai envie de faire ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. D'accord. Et donc ça, c'était la première pierre. Ensuite, Mm. comment t'as fait concrètement pour aller chercher tous les autres contrats que t'as eu après avec d'autres boîtes? Est-ce que t'y allé au culot? Est-ce que c'est venu vers toi naturellement? Alors, c'est pas venu vers moi naturellement, mais il y a mon réseau de bassistes qui a beaucoup joué. Parce que D'accord. dans les musiciens avec qui je travaillais, j'avais un copain à l'époque qui est vidéaste et saxophoniste, et qui fait les deux très bien d'ailleurs, et qui à un moment donné s'est lancé dans l'édition, et il a monté une petite boîte d'édition. Et il était, comme la plupart des éditeurs qui se lancent, souvent ils font de la coédition avec des plus gros éditeurs. Donc il s'était associé à D'accord. un assez gros éditeur pour faire une collection d'albums. Et j'ai fait mon premier album de ce qu'on appelle la librairie musicale, en fait. Je fais un album de surf music un peu, voilà, Ah, trop bien. qui s'est retrouvé, chez lui. Et puis bah là, j'ai eu des morceaux qui ont été synchronisés. J'ai commencé à gagner un peu de sous et je me suis dit que bah, c'était pourquoi pas un truc à envisager. Enfin, ça devenait concret, en tout cas financièrement. D'accord. C'était le début, mais voilà. Ok. Donc c'est comme ça que je me suis lancé. Et petit à petit, comme dans tous les trucs, c'est les plans appellent les plans. Hmm. Le réseau amène le réseau, etc. Et ça s'est développé petit à petit au gré des rencontres. D'accord. Donc si je comprends bien, au début, tu as été très proactif pour justement aller chercher ces opportunités-là via notamment le réseau que tu avais à la base. Ouais, Et ensuite, par la suite, par le fait que tu as bien travaillé et que voilà, tu as, peut-être un peu la tchatch, un peu le truc qui fait que les gens ont envie de travailler avec toi, bah, ça t'a amené projet en projet de cette manière-là, quoi. ouais. Alors je suis toujours très proactif. Ça, j'insiste Hmm. pour ceux qui. En fait, c'est très rare que les plans te tombent dessus. Faut être un génie. On est nombreux à ne pas l'être. Et donc, du coup, voilà, il faut bosser et son instrument et sa discipline ou ses disciplines. Quand on fait de la musique, on bosse son instrument. Quand on fait de la compo, on fait beaucoup de compos pour progresser dans la compo. Et puis surtout, bah, il faut affecter une partie de son temps au fait de faire écouter ce qu'on fait, bah, surtout aujourd'hui de communiquer sur les réseaux, de faire des choses comme ça, histoire de faire connaître son travail. Et voilà. Et puis après, le truc aussi, c'est que il faut. Moi, je donne toujours ce conseil-là. Il faut jamais sous-estimer aucun plan. Des fois, les plans les plus anodins, les rencontres les plus inattendues et surtout vraiment des trucs anodins découlent sur des plans qu'on peut pas soupçonner. En fait, moi, j'ai eu plusieurs fois dans la vie cet exemple d'aller à un truc un peu à reculons ou alors voilà. Et puis finalement, à cet endroit-là où c'était pas du tout censé se passer comme ça. J'ai rencontré une personne qui m'a déclenché 10 ans de travail. Enfin, ouais, des expériences comme ça, j'en ai pas mal. Je pense que tu en as sûrement aussi. Oui. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il faut sous-estimer aucun plan et puis essayer d'être sérieux, en tout cas, sur tous les trucs sur lesquels on s'engage, parce que en fait, c'est aussi un milieu où il y a pas mal de gens qui sont des grandes gueules. Et donc, Hmm. il y a des fois, il y a des plans où finalement, pas nécessaire d'être ultra fort pour y arriver, mais si tu es un petit peu sérieux, tu peux vite choper du travail, en fait, je pense. Hmm. C'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de gens avec qui j'échange, compositeurs, sound designers, qui en fait ils ont eu assez peu de contrats, mais ils savent pas comment les obtenir. Et en fait, souvent le truc c'est qu'ils attendent beaucoup du bouche à oreille. Sauf que le problème c'est que le bouche à oreille c'est une vague, c'est-à-dire qu'en fait tu vas avoir des moments de plein et des moments de vide et t'as aucun contrôle là-dessus, alors que toute la proactivité, tous les efforts que tu peux mettre pour faire découvrir ce que tu fais, parce que c'est ça l'enjeu en fait. Ouais. Si les gens ne savent pas que tu existes et ne savent pas ce que tu fais, il n'y a aucun moyen qu'ils se projettent dans le fait de travailler avec toi ou même de te recommander. Et ça c'est intéressant parce que
Il suffit que tu discutes avec une personne de manière complètement anodine et que cette personne-là, à un moment donné, entend quelqu'un qui a un besoin musical ou de bruitage sur son projet et qu'elle pense à toi pour que ça te déclenche un projet qui peut te ramener des D'autres sommes parfois projets. assez impressionnantes, hein. C'est impressionnant. Et après, le truc aussi, sans tomber dans le mysticisme, mais c'est important en fait, c'est important d'être super intègre et en fait, d'être sincère dans Oui. sa démarche. Et les plans, ils arrivent souvent quand on est à peu près aligné avec ce qu'on veut faire, son esthétique, sa philosophie. Parce que moi, par exemple, j'ai quelques exemples. Moi, j'étais parisien avant. Et j'ai fait un nombre de soirées avec des cartes de visite dans la poche où il s'est absolument rien passé. Ouais. Hmm. Et puis moi, comme je faisais beaucoup de surf, snowboard, ski et tout ça, à une époque, j'ai voulu aller vivre un peu à la montagne. Et j'étais à Paris et tous mes potes musiciens, compositeurs, ils me font mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Tu vas perdre tous tes plans. Et donc je suis parti vivre à Chamonix pendant 1 an. Et c'est là que j'ai rencontré le réalisateur avec qui j'ai fait le premier film de montagne. Et surtout que j'ai fait des connexions assez dingues qui sont en fait qui m'apportent encore 80% du travail que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai rencontré des réalisateurs qui m'ont branché sur d'autres films. Ces réalisateurs n'étaient pas très connus à cette époque-là, ils sont devenus très connus. Ils sont sortis du milieu de la montagne, ils ont fait de la pub, et moi je me suis retrouvé un peu parachuté à les suivre dans d'autres plans. Et ces plans ont amené des plans. Et en fait, j'ai des copains qui restaient à Paris à continuer à faire les soirées avec leur carte de visite qui chopaient pas de plans. Et moi, je les ai chopés dans une station de ski, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas, il y a pas de règles, et puis il faut suivre ses envies. Et si jamais on est bien voilà, si on est impliqué dans la bonne direction, en fait, je pense que les plans, ils finissent par arriver. Et je trouve ça important ce que tu dis sur le fait de rester authentique, parce que c'est vrai que on pourrait avoir tendance à penser que faut être un peu salesy, tu vois, qu'il faut avoir ce côté un peu vendeur et vendre ce qu'on fait, alors qu'en vrai, moi, la plupart des contrats que j'ai eus, c'est parce que j'ai discuté sincèrement avec les gens, que j'ai bu des bières et des verres de vin avec des gens, et 3 ans après, hasard du destin, cette personne-là rencontre quelqu'un qui a un besoin sonore et elle me recommande. Alors que c'était pas l'intention de base, je suis juste resté très sympa, on a bu des verres, c'était cool, et je n'en attendais pas plus que ça. Et c'est vrai que faut faire attention à cet équilibre dans les relations qu'on crée avec les gens, à ne pas créer des relations d'attente, parce que déjà, si moi j'attends quelque chose de l'autre et que je n'ai rien en retour, ça va créer de la déception et de la frustration, alors que si on discute sincèrement avec les gens, avec une vraie volonté de les aider et de juste discuter et de sympathiser, en fait ça va avoir bien plus d'effets positifs que ce qu'on ne le pense. Complètement. Et ça rejoint. Moi, le premier plan un peu cool dans l'image que j'ai fait, c'était un truc pas très bien payé, mais le projet me plaisait vachement. Et pour te dire, j'étais en vacances en fait, j'étais dans un Airbnb et je me suis installé un studio de fortune dans un placard pour pouvoir faire ce plan qui était mal payé, mais que j'avais vraiment envie de faire parce que le plan me plaisait. Et la BO de cette vidéo a fait le tour du monde, ça a fait un énorme buzz partout, et ça m'a donné beaucoup de travail par la suite. Et voilà. Donc des fois, faut être prêt à faire. Il y a un juste milieu à trouver, mais faut se laisser guider par son instinct aussi. Et des fois se dire que bah, y a des plans qui peuvent sembler comme ça, pas forcément intéressants financièrement ou viables sur le papier, mais en fait, ça peut être des espèces de gros tremplins si jamais on croit dans le projet. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de truc. Je crois dans un projet où il n'y a pas trop de. Il n'y a pas forcément de budget, ça fait pas forcément rêver au début, mais si on y croit et qu'on s'investit dedans, ça peut donner des trucs assez inattendus. Bien sûr. Surtout quand on n'attend rien, en fait. Bah c'est ça. Ouais. C'est le meilleur moyen d'être agréablement surpris, c'est de ne rien attendre en Voilà, c'est retour. ça. Non, de prendre Parce le que plaisir de faire le plan. oui, Quand j'avais fait ce film, je me suis éclaté à faire le truc. Il y avait pas d'enjeu financier, donc le réal, il était arrivé avec une idée qui me parlait pas du tout, donc je lui ai proposé un truc diamétralement opposé. Et je lui ai fait, et ça lui a vachement plu. Et du coup, bah voilà, ça m'a lancé dans un truc, et ça m'a donné du travail, beaucoup, beaucoup de travail pendant pas mal d'années. Hmm. Donc voilà. D'accord. Et selon toi, est-ce qu'il y a un élément qui a fait la différence dans le fait, dans ce qui t'a permis finalement de vivre de la musique? Je travaille beaucoup et je suis passionné. Donc je pense que ça fait la différence.
travaille tout le temps. En fait, je travaille tout le temps parce que c'est une passion, donc en fait, j'ai tout le temps envie de m'améliorer, j'ai tout le temps envie de je m'intéresse beaucoup, je me remets beaucoup en question, donc petit à petit, progresse et je suis passionné, donc je pense que la passion aussi, ça se ressent quand je discute avec des gens, ils voient que je suis passionné, je suis assez, enthousiaste à proposer des idées et voilà. Après, qu'est-ce qui a fait, c'est pas facile à dire parce que, je sais pas ce qui fait qu'on a des plans plus que d'autres. Il y a en tout cas, il y a des trucs. J'ai vraiment fait des soirées où il y avait des gens importants. J'insiste sur ce truc avec mes cartes de visite dans la poche et ça a rien donné. Et, euh, et puis j'ai eu des super plans euh, dans des bars, enfin des trucs invraisemblables en fait. Un exemple assez marrant, c'est que j'ai croisé. Moi, je vis dans un village et j'ai croisé dans la boulangerie de ce village qui compte 2000 habitants, j'ai croisé un producteur de musique qui est assez connu qui s'appelle OWB, qui a produit Björk, Massive Attack, etc. Je l'ai croisé par hasard, on a bossé ensemble et c'était dans le village, dans un petit village. Donc voilà, tout ça pour dire que j'aurais pu faire toutes les soirées de Paris avec mes cartes de visite dans la poche, je l'aurais pas trouvé. Bien Et sûr. là, voilà. Donc il y a des espèces de trucs comme ça. Alors après, je pense que ce que je fais moins aujourd'hui, parce que je profite un peu de pas mal d'années de réseautage, mais faut beaucoup sortir, faut beaucoup aller voir de gens, faut beaucoup aller voir de concerts, faut être dans la rencontre et dans l'ouverture, faut faire plein de trucs. Il y a plein de trucs qui foirent. Ça, c'est un truc sur lequel j'insiste aussi parce que en fait, des fois, les gens ils voient, oh, t'as des super plans et tout, mais alors les super plans, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais des plans foireux, Hmm. j'en ai des sacs plein les placards. Et voilà. Donc, tu vois, moi j'ai un catalogue d'environ 620 compos, un truc comme ça, qui sont édités ou pas, mais enfin qui tournent plus ou moins. Et évidemment, dans le lot, c'est pas du tout équivalent en termes de réussite. Et il y a des compos que j'adore qui marchent pas du tout. Il y a des compos que je trouvais nuls et qui ont marché. Il y a une espèce de truc où finalement tu maîtrises pas tout. Donc si tu es Hmm. dans une démarche de travail, que tu avances, que tu es dans un truc proactif, que tu es dans la rencontre, que tu es ouvert, que tu es bon esprit avec les gens, je pense que statistiquement, il y a des trucs qui vont marcher. Voilà. Oui. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a, c'est vrai avec les réseaux sociaux, etc., maintenant, on ne voit vraiment que le côté réussite des gens, avec vraiment toutes les opportunités qu'ils ont, etc. Mais on se rend pas compte que derrière, il y a eu 10 ans de galère avec Ah ouais, potentiellement beaucoup de plans foireux, beaucoup de choses qui ne se sont pas passées. euh, et ça peut créer de la frustration, notamment chez ceux qui débutent, ceux qui sont là depuis 2-3 ans, parce qu'ils se disent, ah, mais ces gens, ils réussissent et je comprends pas pourquoi. Et en fait, c'est juste que, j'aime bien prendre l'exemple du champ. Tu vois, c'est t'as un champ, en fait, t'as planté plein de graines. T'en as qui ont poussé, t'en as qui sont morts dès le début. Et c'est par l'accumulation et à force de replanter des choses que ça finit par faire un champ complet qui te permet d'en vivre complètement. ouais, complètement. Ah ben c'est long. De toute façon, la musique, c'est un sport d'endurance. Moi, c'est ce que je dis. J'ai fait pas mal d'enseignements à une période où, enfin, je donnais des cours de basse et tout ça. Et ce que je disais aux gens, voilà, c'est autant la pratique de l'instrument que le fait de réussir à vivre de sa musique, que le fait aussi d'être content de ce que tu fais. Enfin, je veux dire, ça arrive finalement. Quand tu fais des compos, ça reste une photo de toi à un instant T. Si tu vas réécouter ça Hmm. 2 ans après, ça te correspondra plus vraiment. En fait, tu es dans un mouvement perpétuel. Et en fait, tu dois prendre du plaisir dans ce mouvement et pas dans un hypothétique but à atteindre que tu atteindras peut-être jamais. Mais si tu es toujours dans ce mouvement et dans l'envie de faire de la musique, de progresser, d'avancer, je pense qu'il se passe des trucs, mais il faut être patient, il faut être persévérant. Parce que c'est vrai que Oh, c'est ouais. bon. Et puis c'est pas évident, hein. Il y a des gens, moi j'ai peut-être eu de la chance sur certains trucs. Alors après, j'ai essayé de multiplier le plus possible mes tickets de loterie, mais néanmoins, j'ai eu de la chance de faire certaines rencontres à certains moments qui m'ont peut-être servi d'accélérateur. Mais voilà, donc en tout cas, faut insister. Et puis, il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait, parce que si le plaisir n'est que dans l'aboutissement, ben, j'ai envie de Oui. te dire, le temps que tu passes, il faut s'amuser sur les projets, hein, parce que sinon,
Ça devient vite frustrant et Ouais, le problème c'est qu'à l'accumulation de frustration on finit par abandonner parce qu'on se dit ah mais je mets plein d'efforts ça marche pas, sauf qu'en fait c'est un procédé comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien dit, c'est très long, ça peut être surtout quand on est seul parce que souvent ce qui se passe pour la plupart des gens maintenant c'est qu'ils font une école de musique ou de sound design, ils sortent d'école et après ils sont seuls face à eux-mêmes pour essayer de trouver des contrats, etc. Et ça peut vite être décourageant parce qu'on fait plein d'actions et on sait pas concrètement qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Donc en fait, on tente plein de choses et on peut vite facilement arriver dans ce sorte de un peu de burn-out, de tenter plein de choses et de voir aucun résultat et de se démoraliser alors que en fait, faut faire un travail faut prendre du recul sur ce qu'on fait, se dire ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, continuer à travailler ses skills, continuer à complètement. rencontrer des gens et au bout d'un moment, ça finira par marcher. Mais il Mais y a une courbe, il y a une phase d'apprentissage quoi. la vie est bien faite parce que je pense que si à un moment donné tu laisses tomber, ça veut dire qu'il fallait pas que tu sois là-dedans. Pas parce que nécessairement parce que tu as un manque de talent ou quoi, mais c'est Hmm. parce que si t'es pas prêt à accepter cette fatigue mentale, ces échecs et cette longueur, en fait, ces phases difficiles qu'il peut y avoir, ça marchera pas, en fait. Enfin, il y a quelques personnes qui ont réussi très vite d'un seul coup, mais je te dis, alors, il y a deux catégories. Il y a les génies, mais voilà. Moi, personnellement, je fais pas partie de cette bande-là, et je pense Moi que non plus. ils sont pas nombreux. Ils sont pas Non. nombreux. Et puis après, dans le commun des gens qui ont un certain savoir-faire, en fait, bah, des fois, ça prend vraiment du temps. Et si jamais t'as pas l'envie d'endurer ces trucs-là, ça veut dire que bah, vaut mieux arrêter. Enfin, voilà. Les gens qui arrêtent, je pense que c'est tout simplement parce que c'est pas, c'est une incertitude et une instabilité qui est pas faite pour eux, quoi. Ah bah de toute façon, si l'instabilité vous bouffe un peu trop, effectivement, soit faut trouver un plan pour être en CDD, CDI dans une boîte. Hein. Ouais, ouais, Il y a bien des sûr. postes dans le domaine de l'audio qui le permettent, genre ingé son parfois, il y a des postes en CDI, etc. Ou même, je pense aussi aux sound designers dans le milieu du jeu vidéo. Ça se fait d'avoir des sound designers en CDI dans des boîtes parce que il peut y avoir un besoin constant, notamment dans les très grosses boîtes. Mais effectivement, je te rejoins là-dessus. De manière générale, t'as plein de gens qui arrivent. Il y a des gens qui arrêtent pour des bonnes raisons. Hein. Ça peut être par exemple, ils ont se rendu compte que c'est pas forcément ce qu'ils voulaient faire au final, Ouais, bien ou qu'ils sûr. sont pas prêts à faire les sacrifices. Mais c'est rarement une question de talent. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que parfois les gens qui réussissent vite, ça veut pas dire qu'ils vont durer 40 ans. Non, On peut non, avoir c'est des gens qui sûr. disparaissent en 5 ou 10 ans, ça arrive. Bah, il y a tous les cas de figure possibles, hein. Il y a des C'est gens, ça. enfin, comme moi, j'ai 48 ans, donc j'ai eu le temps de. J'ai plein de copains qui ont fait la même chose que moi, et j'ai vu Enfin, il y a une variété de parcours hallucinante. Il y a des gens qui ont mis du temps à décoller et maintenant qui sont super, super hauts. Il y a des gens qui ont jamais décollé, d'autres qui ont décollé tout de suite et puis ça s'est arrêté assez vite aussi. Enfin, il y a tous les cas de figure possibles. Alors expliquer ça, je saurais pas dire, mais bon, le truc qui est sûr, c'est il faut aussi s'écouter et voir si jamais on se sent bien dans ce qu'on fait, parce qu'il y a toujours les projections en fait d'un métier, de ce qu'on imagine, de ce que ça va donner. Et je sais que moi, ça m'arrive encore tout le temps, hein, des fois sur des plans, d'imaginer le plan, comment ça va se passer, ça se passe pas du tout comme ça, ou enfin, dans un sens comme dans l'autre, donc tu es toujours surpris. Et puis bah, après, il faut s'écouter et voir ce que tu es prêt à accepter ou pas Bien sûr. pour faire ce métier. Bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'authenticité, c'est qu'en fait, on a tous une vision différente de ce qu'on a envie de faire dans ce métier-là. Les envies de type de projet, la manière dont ça va se passer. Moi, je sais que de manière générale, j'aime bien travailler avec des petites équipes pour le côté un peu presque fait avec des bouts de ficelle, mais surtout ce côté très proximité. Parce que j'ai travaillé avec des gens où des projets, on était 5, des projets, on était 80-100. C'est pas le même rapport, c'est pas pas les mêmes échanges. J'ai échangé avec plus de personnes quand j'étais dans une petite équipe de 5 que quand j'étais dans une équipe de 100. Ouais, bien C'est sûr. normal. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, quand on est dans une grosse équipe, on s'adresse on va dire, aux leaders de chaque pôle. En fait, on discute pas avec tous les petits de chaque section. Mais moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est qu'il faut déjà savoir ce qu'on veut faire et ce vers quoi on veut tendre pour avoir une sorte de grande direction. Et après, on va dire faire les actions qui vont nous amener dans ce Ouais, bien sens-là. sûr, ouais. Parce que forcément, si ton but c'est de vivre à Paris et de travailler sur du film, bah effectivement,
tu vas pas aller à tous les endroits où il y a des événements jeux vidéo parce que ça va rien t'apporter par rapport du film. Mais effectivement, si ton but c'est de travailler dans du cinéma, bah peut-être qu'il va falloir que tu te dises bah ok, je vais peut-être aller dans des événements où pas forcément des événements, des gros événements, mais juste des événements où il y a des gens qui vont travailler dans ce genre d'industrie et ça peut amener pas mal d'opportunités. Mais de manière générale, il n'y a pas de solution miracle. De toute façon, s'il y avait une solution miracle, tout le monde le ferait et ça marcherait plus. De toute façon, parce que du coup, ça irait tellement vite que cette solution ne marcherait plus. Mais après, il faut rester Mais ouvert, je pense aussi. Tu vois, moi, oui, j'avais pas forcément de plan de carrière. Enfin, je voulais faire de la musique. Bon, au début, je voulais faire de la basse, mais quand je me suis mis dans... C'était assez simple. Voilà, la basse, c'était moins compliqué que la compo, parce que la compo, il y a plein de directions possibles, il y a plein de milieux possibles. Tu vois, moi, j'ai jamais fait de jeux vidéo, c'est un milieu que je connais pas. Et puis, il y a le cinéma, et puis il y a le documentaire, il y a la publicité, il y a les projets perso, il y a bosser pour d'autres artistes. Enfin, il y a 1 million de routes possibles. Après, moi, j'avais de la chance d'être passionné par la compo au sens large. Donc, quand j'avais un plan qui m'arrivait dessus, même si c'est pas forcément ce que j'avais prévu de faire, bah, j'essayais. Et puis, voilà, je restais aussi un peu ouvert à ce que pouvaient me proposer les hasards de la vie. Il y a des trucs qui m'ont plu, d'autres qui m'ont pas plu, mais ça m'a permis déjà de savoir un peu plus ce que je voulais faire. Et puis aussi, ça a déclenché des plans parfois inattendus. Et des trucs voilà, qui m'ont amené sur d'autres choses, en fait, qu'on disait tout à l'heure. ah bah, le hasard des opportunités, hein, et comme on le disait, hein, de toute façon, on sait jamais ce qui va marcher. Moi, j'ai fait essentiellement du jeu vidéo parce que c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire, donc j'ai fait en sorte d'aller le plus possible vers cette direction. Mais il y a des moments où j'ai travaillé dans un studio d'animation pendant plusieurs mois, je travaillais dans une école parce que j'ai eu une opportunité à un moment donné, et j'ai fait ça pendant quelques années en plus de mon activité dans le jeu vidéo. Je me suis laissé guider par des trucs, et c'est intéressant parce que de ces rencontres-là, on débouche sur d'autres choses, d'autres réflexions. Maintenant, j'accompagne des gens dans le domaine de l'audio, mais je le ferais certainement pas aujourd'hui si j'avais pas fait ce parcours-là en donnant des cours dans des écoles, en ayant tout ce chemin pédagogique qui me permet maintenant de l'expliquer à des gens et d'enseigner et d'aider des gens, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, mais ça, c'est par exemple ça, j'aurais pas pu l'anticiper. Il y a 10 ans en arrière, j'aurais jamais jeté une pièce là-dessus en me disant, bah dans 10 ans, je vais faire ça, quoi. Ouais, Clairement pas. ouais, mais c'est pareil, hein. Je pense que de toute façon, on n'est pas nombreux à avoir jeté une pièce sur le truc qu'on fait actuellement. Mm. Et c'est ça Complètement. qui est bien aussi, voilà, c'est la surprise. Ah, je suis très d'accord avec ça. Et est-ce qu'il y a des erreurs dans ton parcours que tu as faites, que tu aurais peut-être fait différemment ou que tu as envie de mettre en avant pour dire ah, attention, Alors oui, ça peut être piégeant, quoi. s'écouter. Je dis ça parce que moi, je pense avoir développé, mais je pense l'avoir eu assez tôt, un radar à plan foireux. Oui. Et je l'ai parfois pas assez écouté, alors que je savais que ça sentait mauvais. Enfin, première conversation avec la personne au téléphone où il y a un truc qui se passe, un warning qui s'allume. Mais voilà, donc il y a certains plans que j'ai fait que je referai pas, parce que le rapport entre l'investissement mental et du temps et ce que ça m'a rapporté, ça valait pas le coup. Euh, le truc que je dirais aussi, c'est de s'aménager du temps pour faire des projets personnels qui sont vraiment en adéquation avec ce qu'on a envie d'exprimer. Parce que des fois, quand on fait de la musique, on est pas mal pris par les commandes, ou en tout cas par l'aspect alimentaire des choses. C'est-à-dire, voilà, d'essayer d'avoir des plans coûte que coûte. Mais il faut essayer, je pense, hein, de s'aménager un petit temps dans tout ça pour essayer de créer son projet perso. Moi, je pense que j'ai mis trop de temps à me mettre là-dedans. Je me suis laissé un peu embarquer. Et en fait, depuis que j'ai commencé, je m'éclate à fond et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais ouais, je pense que c'est important de faire des choses qui nous épanouissent dans la musique et dans les choix qu'on a fait, en plus du reste. Et de s'écouter, ouais, de s'écouter. Après, non, sinon, à part ça, je ne saurais pas dire.
Non, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand ça devient notre métier, à vraiment se focaliser sur le fait de faire rentrer de l'argent parce que on va avoir des phases de up and down où on va avoir vraiment des phases plein de contrats et puis après on va plus rien avoir. Et donc en fait, dès qu'on a beaucoup de contrats, on essaye de maximiser le truc enfin de Ouais, maximiser le ouais. truc. Et c'est vrai qu'on peut vraiment laisser de côté le côté compo, on va dire plus perso, etc. Moi, je dirais même, parfois, c'est bien de s'écouter pour savoir quand s'arrêter. Parce Oui, que parfois, on peut avoir tendance à vouloir un peu tirer sur la corde. c'est Parce qu'on se dit sûr. non, mais je peux encore un peu plus. Et en Ouais, fait, ouais. des fois, on Ouais, peut moi, pas plus. ça a été un problème. Je pense que c'est un problème de plein de gens qui font nos métiers, c'est de pas savoir dire non. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement dans un métier où on se considère comme hyper chanceux quand le téléphone sonne et quand on a un contrat, que s'il y a 12 contrats qui tombent d'un coup, on culpabilise de dire non. Donc moi, ça m'est arrivé plein de fois de me mettre dans un jus monstrueux, de pas prendre de vacances pendant plusieurs années parce que, enfin, je prends pas souvent de vacances, mais là, vraiment de me mettre des trucs à fond. Donc là, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai appris à dire non. Voilà. Mais ça c'est pas évident. Après, c'est sûr qu'au début, quand on démarre et que voilà, on a envie de bouffer tout ce qui passe. Bien sûr. Voilà, pour travailler, parce qu'il y a aussi l'excitation de bosser sur plein de projets et tout, donc c'est cool de le faire. Mais il y a un moment donné où aussi il faut être un petit peu sélectif, je pense. Oui, puis il faut être indulgent envers soi-même. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi de pas réussir à pouvoir tout gérer et Complètement. de se dire, bah ok, bah tant pis, je ferai pas tout. Ouais, Et ouais. je sais, et du coup, je me permets de sélectionner encore. Enfin, moi, un truc que j'ai vachement compris, c'est que si je dis oui à un projet un peu mal payé, c'est vraiment parce que je sais que je vais kiffer. Parce que je sais qu'à la fin, je vais être très content du rendu, etc. Mais sinon, il y a des projets très cool auxquels j'ai dit non parce que, bah, ça. Objectivement, ça allait me prendre beaucoup de temps. À ce moment-là, j'étais fatigué, j'avais plein de projets. J'étais en mode, tant pis, c'est con, Ouais, ouais, bah, c'est mais. bien, c'est super sain de faire ça, je pense. Mais c'est pas Bah oui, facile, oui. hein. Ah, c'est pas facile. Parce que c'est un arbitrage, en fait. C'est-à-dire que foncièrement, on doit s'arbitrer, nous. En fait, on Et est tous passés par des phases où on n'avait pas de taf, où on regardait le oui, téléphone comme ça en attendant qu'il sonne, où on envoyait des mails, des coups de fil, machin truc, on n'avait rien. Que en fait, ces phases-là, en fait, elles sont d'une manière un peu traumatisante. Et en fait, du coup, quand on se met à avoir du travail, on se dit, on a du mal à croire que, on se dit, mais ça va s'arrêter. À un moment donné, ça va s'arrêter. Il y a toujours cette petite voix. Enfin, moi, ça me fait ça un peu. Mais et donc, je me dis, il faut que je prenne et tout. Mais bon, après. Avec le temps, voilà, on arrive à mieux équilibrer tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile de dire non. bien sûr. Et il y a aussi un truc, c'est le fait de prendre le temps d'avoir des loisirs et d'avoir une vie extérieure. Parce que c'est vrai que Ouais, c'est ça peut vrai. vite être enfermant quand on est dans sa cave en train de faire de la musique. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est un métier qui isole beaucoup. Et surtout quand on est indépendant, on a vite fait d'être enfermé dans son appartement à composer toute la journée et, et de voir personne, de pas passer de temps avec sa famille, de pas passer de temps avec sa copine, de pas passer de temps, etc. Et en fait, il y a un moment donné où on se rend compte, on se dit ah mais vraiment je suis passé à côté de Et tout à un quoi. moment donné, on devient taré, en fait. Oui, oui, en plus. On devient fou. Et ouais, non, c'est sûr qu'il faut essayer de faire d'autres choses, hein. Ça, c'est sûr. Des fois, ça fait du bien, ne serait-ce que de décrocher, d'aller marcher une demi-heure. Et puis quand on revient, on a du recul. Enfin, voilà. C'est ça, c'est la quête du recul. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que je suis un peu. J'ai du mal à me gérer par rapport. Le seul truc qui me permet de me gérer, c'est quand. C'est pour ça que je me suis installé ici. En fait, je vis donc sur l'île d'Oléron. Et j'habite pas loin de la plage. Et moi, le seul truc qui me fait sortir de chez moi, c'est faire du surf. Et Hmm, ça me fait du bien aussi quand je le fais. Mais n'empêche que il y a des fois où j'y vais pas pendant 6 mois parce que je suis trop absorbé par mes trucs. Donc j'ai du mal à gérer ça. Mais c'est sûr que c'est bien de faire d'autres choses. C'est bien sûr. important. Après on reste des humains, hein, c'est pas facile hein, de réussir Non, à se cadrer pour c'est pas maintenir des facile. habitudes, tout En ça. fait, c'est pas du tout facile. Franchement, c'est pas facile. Moi, je trouve que c'est dur. La musique Ouais. en général, se cadrer, l'autodiscipline, en fait, il y a un espèce de truc. Nous sommes de pauvres humains faibles. Et donc, voilà, c'est vraiment pas évident. Ouais, ouais, puis en plus, je trouve on a vachement ce truc-là en France, quand t'es un créatif et que c'est un métier passion, musique ou autre, il y a un peu ce côté euh, de la créativité par le désordre, c'est-à-dire le fait de travailler quand l'inspiration vient, de travailler quand. Et de.
c'est vachement, c'est vachement difficile d'expliquer aux gens que il faut parfois la créativité, ça vient aussi du fait de remuer et de régulièrement être confronté à composer de la musique en fait. Ah ouais, je crois pas du tout à la théorie de je composerai quand l'inspiration divine m'arrivera dessus. En fait, Oui, en vrai, la compo, ça se travaille. Et alors, il y a un truc assez mystique dans quand est-ce que tu as les bonnes idées ou pas, quoique tu peux faire des observations. Moi, j'ai assez observé, je fais des statistiques, des tranches horaires dans lesquelles souvent j'ai les bonnes idées. C'est ouais, assez bizarre, tu vois, c'est vers 17h30 en général, j'ai des bonnes idées. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. Mais il y a effectivement ces fameux jours atroces où tu passes une journée à remuer et à la fin de la journée, je crois que t'es encore moins avancé que la veille. Ça peut être assez déprimant comme moment. Et puis bah tu continues, t'insistes, et puis 3 jours plus tard, à force de remuer, paf, il y a un truc qui va sortir. Et puis hmm, le jour d'après, tu vas avoir le déclic qui va faire que ton morceau il va prendre forme d'un seul coup. Et là, il y a une espèce de joie, de soulagement bien sûr. mental qui est inversement proportionnel à la détresse que tu as traversée les jours d'avant. Mais je pense que ça, c'est vraiment le chemin de la compo. En tout cas, enfin, moi, c'est comme ça que je l'expérimente. Parce que si jamais je devais attendre d'un seul coup d'être habité, moi, ça marcherait pas en fait. Alors après, il y a un truc qui est quand même qui est intéressant, c'est souvent des fois, tu as des idées quand tu penses à rien. Oui, Quand tu fais le l'ennui. vide. Ouais, quand tu t'ennuies, quand tu fais le vide, quand tu penses à autre chose. Par exemple, maintenant, quand je fais des mix, c'est un truc un peu débile, mais quand je fais des mix, je fais autre chose en même temps. Je lance le morceau, et puis en général, je scrolle un peu sur les réseaux sociaux, je fais un autre truc, et c'est là que j'entends le mieux ce qui va pas dans le morceau. Hmm, C'est-à-dire quand je suis pas en train de regarder l'écran, enfin le pire c'est regarder l'écran, parce qu'il faudrait ne pas regarder l'écran quand on mixe, mais euh, souvent quand je fais autre chose, ou alors quand je me focalise sur la piste de guitare, je te dis n'importe quoi, c'est là que j'entends que la caisse claire ça va pas, en fait. hmm. Il y a un espèce de truc qui se passe un peu étrange. Et à sens inverse, tu vois, il m'est déjà arrivé des trucs voilà, je raconte ça, mais c'est l'humiliation totale, mais c'est t'es en train de bosser sur un son de snare depuis une demi-heure. Tu fais des EQ, des mouvements de volume de 0,5 dB, des trucs de psychopathe que personne n'entend. Et puis à un moment donné, tu fais ah, ça c'est voilà, c'est ça le bon truc. Et là, c'est authentique, hein, ça m'est arrivé. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout en train de toucher la. Oh Et en fait, merde. mon cerveau, il était tellement euh, focalisé sur ce que j'étais en train de faire que je me suis auto-persuadé qu'il y avait des modifications alors que je modifiais pas la bonne piste. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le Oui. bouton des producteurs, le bouton fantôme, où il y a un producteur qui arrive dans le studio et tu tournes un potard et il fait ah c'est mieux, mais ce potard il est relié à rien en fait. Hmm. Tu vois? Bon bah ça c'est des trucs moi qui m'arrivent. Donc du coup, j'ai remarqué que penser à autre chose ou faire autre chose en même temps, ça m'aide à récupérer du recul. Ouais. Mais je pense que ça parlera à plein de gens parce que ça, c'est un truc en discutant avec des copains, qui est assez unanime en fait. Et Ah je sais pas bah. si ça t'est déjà arrivé, hein, mais Oh, si, 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 si. Bah, après, moi, j'ai. J'ai des sales habitudes que j'ai développées qui sont de me dire tant pis. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, j'arrête de me focaliser sur des trucs inutiles et je me dis, eh, vas-y, de toute façon, faut le sortir. ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, et, et, c'est sûr. et en fait, à un moment donné, j'ai développé une sorte de lâcher prise parce que pendant très longtemps, en fait, pour expliquer un peu, j'ai toujours eu un train de retard sur les gens parce que j'ai commencé la musique très tard et du coup, quand je suis arrivé dans une école de musique de jeux vidéo, tous les gens ils avaient tous une formation très complexe et ils étaient déjà bien plus avancés, genre de au moins 50 plus que moi. Et donc j'ai développé un complexe qui m'a poussé à créer plus pour essayer de compenser l'expérience. Donc je composais vraiment énormément. On est vraiment sur de la masse à faire parfois plus d'un morceau par jour pour essayer de compenser le truc. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a fait développer un truc de me rendre compte que, bah, en fait, de toute façon, je maîtrise pas tout et j'arrive pas toujours à comprendre ce qui me va pas. Donc, des fois, quand je dois livrer, je dis, bah, tant pis, je livre quand même. Et
3 ans après, je me dis, bah en fait, c'est pas très bien mixé, mais ça passe parce que dans le contexte, ça marche. Et c'est ancré dans l'époque où je faisais les musiques de cette manière-là et Oui, que bien j'avais cette sûr. approche-là, quoi. Complètement, ouais. Et, De toute façon, il y a une phrase qui dit: «Un mix, ça se termine pas, ça s'abandonne». oui, Ouais, c'est ça. donc Mais j'ai appris à abandonner très vite parce qu'en fait, j'ai compris un truc très tôt, c'est qu'on est très très exigeant envers nous-mêmes, alors ouais. qu'en vrai, souvent, c'est déjà très bien. Ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est bien aussi parce que je pense que Bien c'est sûr. comme ça qu'on avance. Après, c'est sûr qu'on fait, l'erreur, moi le premier de s'attarder sur des détails qui n'ont aucune importance. Moi, c'est ma chérie qui me fait remarquer. Des fois, je lui fais écouter, je lui fais: «Tu préfères cette version ou cette version?» Elle me fait: «Écoute, sincèrement, j'entends aucune différence» et là, je fais: «OK». Je Oui. viens de passer une après-midi, à essayer de modifier des trucs, voilà, donc OK, d'accord et moi-même, Bien en sûr. fait, je laisse tomber le morceau, je le réécoute 3 jours après, moi-même, j'entends aucune différence. Donc voilà, il y a le truc du nez dans le guidon, Oui. contre lequel il faut lutter et justement aller sortir marcher ou carrément, passe des fois moi je travaille enfin très souvent je travaille sur plusieurs morceaux en même temps. Oui. Parce que dès Oui, que je oui. suis arrivé à saturation sur un je sais un peu ma limite où je me dis: «OK, là je garde l'historique aussi de l'évolution du morceau Hmm. et souvent je me fais, 1 fois par semaine, je me fais une réécoute. Parce que souvent il se passe un truc, c'est dans les 2-3 premières versions, il y a un truc dans l'énergie et la spontanéité qui est vachement puissant. Enfin, en Oui. tout cas, qui est très proche de ce qu'on voulait exprimer. Après, il y a une petite phase dans la version, 5, 6, 7 où on va améliorer ce truc-là et puis à partir de la version 8, on va s'en éloigner et détruire, ce qui était bien dans l'idée de départ et en fait, Oui. alors je donne des chiffres de manière un peu aléatoire. Des fois, ça se passe en 4 versions, des fois, ça se passe en 20 versions, mais du coup, je me fais régulièrement des écoutes et souvent, quand je commence à passer du côté obscur, c'est-à-dire, à faire que, la version 12 est moins bien que la version 11, j'arrête. Je passe à un autre morceau et j'y reviens une semaine après et une semaine après quand je le réécoute, tout me saute au visage en fait, ce qui voilà. Hmm. Bah, le recul, c'est vachement c'est pas facile et c'est en même temps hyper important. Alors après, il faut avoir le luxe. Moi aussi, j'ai fait des projets où, le truc, c'est à rendre pour avant-hier, tu pas le temps de faire d'état d'âme, et surtout, des fois, c'est mieux. Des fois, quand tu vas vite, inconsciemment, tu vas à l'essentiel et tu fais moins d'erreurs. Bon, en général, quand tu es sur des projets plus personnels, où tu as plus de temps, où tu as envie vraiment des fois, tu peaufines, tu peaufines, tu peaufines et puis à un moment donné, tu pars dans la mauvaise direction. Oui. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui. Très souvent, très souvent. Mais je te rejoins là-dessus. Généralement, je fais genre 5 versions d'un morceau et c'est souvent la version 1 qui me va le plus. C'est-à-dire qu'en fait, je fais une version 1, je fais des modifications, j'enregistre, genre je recrée le projet et je refais une deuxième proposition d'une musique qui va servir pour la même scène ou même le même niveau. Et en fait, au final, à chaque fois, je me regarde, je me dis, bah en fait, c'est vraiment les premières versions que je préfère, les autres versions, je trouve que c'est vraiment juste. Je gratte quoi. Ouais, Je gratte ouais, des choses alors que je suis pas convaincu de base. ouais. Et ça m'arrive très souvent. Et après, Et, et il y a aussi un truc, j'ai remarqué, c'est que, faut aussi pas hésiter à laisser tomber des mauvais morceaux. Parce que des oui, fois, tu trouves un truc, tu dis: «Ah bah, je vais essayer de creuser» et puis tu creuses et puis à un moment donné, il faut savoir dire: «Bah non, en fait, vaut mieux repartir à zéro. C'est comme une maison avec trop de travaux, quoi. Vaut mieux construire, quoi, oui, que d'arriver sur un truc où tout est pourri», donc voilà, moi, ça m'est aussi, j'ai mis du temps à faire ce choix. Des fois, je fais des morceaux et puis, je je suis dans une impasse, je laisse tomber le morceau, j'y reviens une semaine après, je le réécoute et je me dis: «Bah non, en fait, non. En fait, il y a voilà, il va aller dans ma boîte à morceaux inutilisés». oui, et qui servira dans 10 ans sur un autre projet complètement Exactement, aléatoire. ou que je mets en librairie chez un éditeur, parce que, Oui, bah, ça pourra correspondre à un besoin, ou autre truc. Je fais beaucoup de recyclage moi, en fait, donc mais c'est important, hein, parce que de toute façon, une mauvaise idée n'est jamais une mauvaise idée à vie. oui, Ça peut parfois être une bonne idée, mais dans 10 ans, parce que entre-temps, il y a eu un projet qui s'y prêtait bien. Moi, j'avais fait une musique de crédit pour un jeu étudiant qui a jamais été utilisé. Et très récemment, j'avais besoin d'une musique pour faire c'était pour une bande démo, je voulais faire une bande démo ambiance jeu de rôle japonais dans l'idée. Et, euh, et je trouvais que ça marchait bien, mais qu'il fallait la redévelopper. Donc en fait, j'ai juste repris toutes mes pistes MIDI, j'ai rechangé les instruments, j'ai tout modernisé. Et je fais, bah voilà, c'était ça que je voulais en fait. ouais, ouais. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps parce que la track elle existait déjà quoi. Ouais, 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 bien sûr. Oui, après, il y a c'est ouais, c'est ça, il y a pas de règle, faut tout garder, faut recycler, faut,
C'est sûr que Bien c'est... sûr. Et imaginons demain, tu dois repartir de zéro pour arriver au même point que t'en es là. Qu'est-ce que tu ferais concrètement? Par quoi tu commencerais justement pour essayer de travailler dans le milieu de l'image? Si je repartais de zéro, tu veux dire Mhm. avec un peu de temps, genre, imagine, Oui. je suis ado et tout, je repars de zéro. Déjà, Ouais. j'apprends, je ferai du piano. C'est personnel, mais donc moi je suis surtout bassiste, donc je joue de la basse, je joue un peu de guitare, je joue un peu de piano, mais pas très bien. Hmm. Et en fait, avec le temps, je pratique de temps en temps, mais je reste un mauvais pianiste. Et ça m'aurait beaucoup plu d'avoir un meilleur niveau en piano. Et je pense que ça m'aurait beaucoup aidé euh, pour, euh, pour la compo. Et voilà, donc ça c'est un truc que je referais, c'est du piano. Si c'était à refaire, je passerais aussi beaucoup moins de temps à travailler. C'est un peu paradoxal, mais j'ai passé énormément de temps à travailler la basse. Mais genre 8 heures par jour pendant des années, etc. Donc je joue bien de la basse, hein, voilà, j'ai un peu perdu parce que j'en fais moins, mais j'ai travaillé très très fort une technique en fait qui me sert strictement à rien. Hmm. Voilà, donc ça c'est un truc aussi. Mais bon, après, il y a des choses, tu fais. C'est assez compliqué, hein, tu peux pas faire machine arrière. Et puis, bah, ça m'a Bien amené sûr. dans des. Ce truc-là m'a amené à beaucoup jouer dans les clubs de jazz où j'ai fait des contacts qui m'ont amené à faire des trucs aussi dans la compo. Donc, il n'y a pas de règles, mais je serais plus pragmatique dans les choix de choses sur lesquelles il faut passer du temps ou pas, tu vois, Hmm. pour accéder, voilà. Euh, Ça, c'est dans un esprit de niveau personnel. Après, il y a aussi certains choix de collaboration que je reverrai de manière très différente. Moi, j'ai eu tendance à... J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier, mais au début, j'ai fait beaucoup ça. Au lieu de me diversifier et de voir un peu ce qui pouvait marcher, notamment, tu vois, quand tu travailles en collaboration avec des éditeurs, des trucs comme ça. Donc c'est pas mal d'être aussi observateur et pas de foncer tête baissée, tu vois, en signant des contrats avec tout le monde pour faire le plus de choses possible. En fait, des fois, c'est bien de Hmm. se poser et de voir ce qui est intéressant de faire ou pas faire. J'ai fait quelques mauvais choix stratégiques, Hmm. mais voilà, après, on fait tous plein d'erreurs tout le temps. J'en fais encore plein. Et voilà, donc c'est ce qui fait qu'on apprend, mais c'est vrai qu'il y a deux, trois erreurs stratégiques que je referais pas si je repartais à zéro. Ok, j'ai une question. Parce que je vois quand même pas mal de matos derrière toi, je vois quelques trucs. Ouais, Euh, Aujourd'hui, tu utilises du hardware et du software, je suppose, un peu des deux. les deux. À, Ouais. que- à quel point, à, à quelle répartition tu vas utiliser du hardware et du software dans ton processus créatif aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. Alors, déjà, mon rapport au hardware et au software, il est assez simple. Quand j'ai commencé à faire de la musique à l'image, j'avais pas une thune, donc c'était vite vu. J'avais un ordi, des plugins et puis comme j'étais bassiste, j'avais une basse, une guitare, etc. J'avais un truc, une installation ultra sommaire. Et puis surtout, je vivais à Paris, donc j'habitais dans les Hmm. fameux appartements spacieux parisiens. Et, Oui, les fameux. voilà. Et donc du coup, après, au fur et à mesure où j'ai commencé à bosser, à avoir des plans, j'adore le matos. Et petit à petit, j'ai commencé à acheter des trucs pour me faire le studio que j'ai aujourd'hui, dans lequel, en fait, finalement, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai un peu toutes les machines qui me font rêver depuis que je fais de la musique. C'est-à-dire les standards Fender Rhodes, Wurlitzer, Minimoog, MS-20, un Juno. J'ai un modulaire, voilà, j'ai quelques synthés, quelques autres synthés. Enfin, j'ai tout ce qu'il me faut en termes de hardware. Et en ce qui concerne l'utilisation, c'est très simple. Quand je dois aller vite, je vais donner un truc caricatural et après je vais rentrer dans le détail pour nuancer. Mais grosso modo, quand je dois aller vite, je fais tout sur l'ordi. Parce que pour moi, c'est imbattable. Oui. Et notamment, par exemple, si je fais une musique de publicité,
Je fais tout sur l'ordi parce que le mec, il va m'appeler, il va me dire: «Ah ouais, non, mais c'est bien, mais alors, on voudrait plutôt un autre son, un truc comme ça». Alors si toi, tu t'es pris la tête, sur ton synthé ou ton modulaire à passer une journée à faire un patch ou à créer un son et puis que en fait, le mec, il aime pas du tout ça et que toi, tu as enregistré en audio, en fait, ça part à la poubelle. Donc je me fais des pistes MIDI, sur l'ordi, je mets des sons de plugins et en fonction du projet, soit ça reste comme ça, parce que maintenant, il y a des plugins incroyables, tu vois, qui marchent, qui ont des sons de dingue. Soit à la fin, parce que j'estime que une vraie ligne de Minimoog, ça serait super dessus. Donc voilà, comme tout est midifié, c'est pas non plus trop contraignant. Donc grosso modo, quand je dois aller vite et que je travaille pour des commandes où je sais qu'il va y avoir des allers-retours un peu pénibles, je fais tout sur l'ordi. La paix de l'esprit, quoi. Après, Ouais. quand je suis sur des projets perso ou des trucs beaucoup plus artistiques, type je travaille pour un groupe qui cherche un certain son, qui m'embauche plus pour de la recherche sonore, voilà, là, je vais mettre vraiment le nez dans les machines et y passer du temps. Mais par essence, les machines, c'est selon moi, selon ma vision, beaucoup plus inspirant, mais beaucoup plus long. Hmm. Les plugins, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, mais il y a moins de magie. Oui. Après, toujours dans la nuance, ça m'arrive, même pour mes prods perso, de mettre, parce qu'il y a un plugin que j'aime bien, tu vois, que je vais utiliser, que je vais mettre par-dessus, ou il y a un synthé plugin que j'aime bien, qui marche vachement bien, qui se mélange avec le reste de mon matos, que je vais utiliser, tu vois. Il y a des trucs... je suis pas sectaire avec ça parce que je pense Hmm. qu'aujourd'hui on a des plugins incroyables. Enfin, il y a des plugins monstrueux. Moi, je pourrais pas faire de la musique sans certains plugins. Et, euh, et voilà. Mais j'aime le matos aussi. J'aime les. Et puis je trouve qu'il y a un truc quand tu fais de la musique avec des vrais synthés ou des trucs comme ça, il y a un truc en termes d'inspiration qui est pas du tout pareil. En fait, il se Hmm. passe, c'est beaucoup plus inspirant, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup plus long. Par contre, Bien sûr. tu peux passer 2 heures à faire un son de basse qui corresponde, que tu vas essayer, réessayer, machin, alors que tu prends n'importe quel Arturia, Omnisphere, un truc comme ça, tu déroules 15 presets et t'as ton son de basse, quoi, tu vois. Tu as très bien répondu à ma question et c'est super intéressant parce que du coup ça permet de contrebalancer. Moi j'avoue que j'ai un peu la même vision et en plus tu tends à... Je sais pas si t'as vécu ce truc là mais moi j'ai eu ce truc là de... J'ai acheté plein de matos et après j'ai revendu plein de matos et maintenant je me contente de plus en plus sur des essentiels qui me vont bien et il y a un truc assez particulier, c'est que quand on commence à être bon un peu en synthèse sonore, etc., et qu'on sait bien utiliser les outils en VST, on peut vraiment avoir des choses vraiment très cool. Et parfois, sur certains synthés notamment, c'est parfois très compliqué d'arriver au même rendu parce que c'est moins... Par l'architecture de certains synthés, ça devient un peu plus difficile. Je pense il y a des synthés où par exemple pour attribuer, tu vois, des modulations à certains trucs, c'est beaucoup plus compliqué de le faire sur un physique, sur un synthé physique, parce que parfois il faut aller dans les sous-menus et tout ça, alors que sur un VST, parfois c'est juste du drag and drop en fait. Oui, oui, bien sûr. Donc, Après, ça dépend des synthés physiques. Moi, en général, oui. je suis assez radical dans les synthés physiques, c'est-à-dire que c'est vraiment, j'utilise que des synthés avec une architecture apparente simple. C'est-à-dire que j'ai peu de trucs Oui. avec des sous-menus. Moi, enfin, tous mes synthés sont analogiques, peut-être à une exception près, mais et du coup tout est sous les doigts et il y a des grains de son que je pourrais jamais avoir avec aucun plugin. Tu vois, je pense que j'ai un apparatus. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, mais je vais regarder en même temps. Attends, je fais un Ah, petit. C'est le synthé qui est derrière moi, tu vois, d'accord. avec des lampes dessus. Ouais. Ça, c'est un synthé en fait avec avec des tubes radio dessus Et ce synthé, il a un son qu'aucun autre synthé n'a et que il y a pas de plugins qui font ça et tu as vraiment un son qui est particulier. Donc D'accord. tu vois, quand je veux faire ce son-là, je pourrais pas trouver l'équivalence. J'ai jeté un coup d'œil, je connais pas du tout celui-là. Et Et j'espère que ça va pas me pousser à acheter des trucs, sinon je t'en voudrais très très fort.
Et après, pareil, tu vois, une boîte à rythme assez incroyable, c'est celle-ci, là, tu vois, la Pulsar. Ah oui, je la connais, ouais. Mais ça, c'est pareil, bonne chance pour trouver un équivalent en plugin. Hmm. Tu peux pas, en fait. Donc, Oui. mais c'est ça qui est super, hein, c'est qu'il y a vraiment des trucs. Tu vois, moi j'utilise beaucoup dans les plugins principaux que j'utilise. Il y a trois trucs, hein. Il y a Omnisphere, parce que pour moi, pour la musique à l'image, c'est redoutablement efficace. Hmm. Ça sonne terrible. Après, il y a les plugs Arturia, que je trouve vachement bien foutus. Ah bah ça, sur la chaîne, j'en ai testé des plugins Arturia. J'en ai vraiment testé beaucoup. Et c'est vrai que récemment, ils ont sorti un tape que je trouve est vraiment très efficace et qui fonctionne très bien. Et ils ont sorti une dernière mise à jour de Pigments qui est vraiment très Tu cool. parles du tape, le tape audio, le Ouais. mélo machin, hein. Non, ils ont sorti un truc, c'est le tape. Alors, faut que je retrouve le nom C'est exact. C'est le. le RE201, c'est le. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, ouais, ok. Moi, Le c'est tape le mélo. J37. Ils ont- Le. Le J37. Le Arturia Tape J37 qu'ils ont Ok. appelé ça. Ok. Ça, j'ai pas vu celui-là. Mais oui, ils ont des super plugins. Autant je suis pas du tout séduit par le hardware de chez Arturia, mais les plugins, ils sont super, moi, je trouve. Mais voilà. Oui. Après, question de goût, hein, les coups et les douleurs, comme on dit. Mais voilà. Oui. Euh, du coup, donc pour moi, c'est très complémentaire. Et, et en fait, on a la chance de vivre une époque assez riche en termes de possibilités. D'ailleurs, des fois, on peut se noyer dans ce truc, c'est vertigineux, en fait, tout ce qu'on peut utiliser. Oui. Mais par contre, le côté qui est cool, c'est que t'as, euh, tu n'as que l'embarras du choix. Et pourquoi choisir, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est-à-dire que Hmm. moi, les gens qui me disent, ah bah moi, je sais que du hardware, jamais de plugin, les autres qui me disent que c'est le plugin, moi, je dis, c'est dommage de se cloisonner, alors qu'en fait, t'as des réponses à des besoins très différents, t'as des configurations hyper différentes, et voilà, pour moi, tout fonctionne super bien, quoi. Bien sûr. Après, comme disait un grand philosophe, hein, choisir c'est renoncer. Donc Ouais, ouais. forcément. Oui, mais t'as pas. En fait, d'un projet à l'autre, et même d'une période à l'autre, tu vois, ça se trouve à un moment donné, ça va me gonfler Hmm. d'utiliser certaines machines, voilà. Puis ça se trouve à un moment donné, ils vont sortir des plugins tellement incroyables que. Je te donne un exemple. Je suis allé faire un concert en Asie. J'étais allé faire il y a 2 ans un concert en Asie, et j'avais un modulaire que j'ai emmené avec du Make Noise. Je sais pas si tu connais cette marque. Oui, oui. Et j'avais un oscillateur dedans STO qui m'a mis un enfer parce que en fait le truc est analogique, mais ça tient pas du tout Hmm. l'accordage. Et du coup, je l'ai remplacé par un super module d'un gars qui s'appelle qui a une marque qui s'appelle Soundforce, et Hmm. qui fait aussi des plugins avec des interfaces physiques pour piloter le plugin. Tu as vraiment l'interface du synthé pour piloter, mais tu pilotes le plugin. Et il a fait, moi, ce petit UDCO qui est un oscillateur analogique mais à contrôle numérique. Et pour moi, c'est super parce que j'avais plus de problème d'accordage, tu vois. Par contre, dans mon setup de modulaire, j'ai aussi des oscillateurs verbaux, j'ai aussi des trucs complètement analogiques, mais pour faire du son à la maison, c'est génial. Par contre, si je dois aller jouer, je peux pas prendre ça parce que j'ai pas envie d'être faux la moitié du concert, tu vois. Donc, en fait, Hmm. toujours pour dire qu'il y a des besoins, des moments, des choses. Et aujourd'hui, le luxe qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir des machines adaptées un peu à toutes les configurations. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je te dis, voilà, moi, il y a des moments où c'est même plus choisir, c'est renoncer. Genre, je sais que pour certains types d'utilisation, il y aura des trucs qui vont être l'arme absolue et d'autres, pas forcément. Donc, mon choix, il se fait surtout en fonction de la pertinence du plan, quoi. Enfin, pour le plan sur lequel je dois utiliser un instrument. En fait, je disais surtout ça parce que je sais que par exemple certains compositeurs que je connais dans le milieu du jeu vidéo, je pense notamment à un compositeur qui s'appelle Ben Pronti qui a fait beaucoup de musique de jeux vidéo, euh, qui a décidé de partir dans cette idée de faire de l'extrême minimalisme musical, c'est-à-dire qu'en fait il a vraiment, je pense qu'il n'a même pas un synthé, je crois qu'il est vraiment physique, il doit avoir que du VST, et en fait il a une paire d'enceintes qu'il a acheté il y a 10 ans, un clavier MIDI qu'il a acheté c'est pareil il y a 5 ans, et il upgrade assez peu en fait. Et
Et il a déjà justifié en disant qu'en fait, il a pas envie. Alors, de temps en temps, il achète quelques machines. Il s'est acheté un petit. Je sais qu'il s'était pris des. Tu sais, les Korg Volca. Tu Ouais, sais, il a pris les 3 modules. Il s'est fait un petit ouais. truc comme ça. Et ça lui allait très bien. Et de temps en temps, il s'en sert. Mais il disait dans 99% du temps, en fait, dans tous les projets sur lesquels je bosse, bah, dans le jeu vidéo, on fait beaucoup de mix entre électro et orchestra. Et du coup, on a tendance à. Sur des petits projets, à prioriser des VST Bien et sûr, des banques ouais. contact pour essayer d'aller chercher des trucs comme Ouais, ça. bien sûr, ouais. Et donc en fait, il est en mode j'ai Omnisphere, j'ai contact, et en fait avec juste ça, j'arrive à remplir quasiment tous mes besoins, Mais et donc il décide de complètement. faire Mais ça. en fait, je pourrais faire. Il a raison. Moi, je pourrais faire exactement la même chose, sauf que j'aime les machines Bien sûr. et, euh, et elles me le rendent bien parce que en fait, après, souvent, quand j'ai une machine qui m'inspire, je l'utilise assez vite dans les mois qui suivent sur les projets en cours et ça me porte chance. Souvent, Mm. tu vois, quand j'avais acheté le Performer de Vermona, un synthé. Je sais pas si tu vois ce synthé, le Oui. Performer. Ouais. Bah, je venais de le recevoir, j'étais sur une pub, enfin je devais faire la musique d'une pub, je l'ai utilisé dessus, voilà, et la pub a été prise, les mecs ils ont adoré le son. Alors j'aurais très bien pu le faire avec un VST, mais je l'ai fait avec ce synthé. Voilà, donc c'est aussi, ça contribue à l'enthousiasme que tu mets, enfin tu vois, c'est quand Bien tu as sûr. un nouvel instrument, c'était un peu comme un gamin à Noël, c'est inspirant. Moi, les instruments, ça m'inspire vachement. Alors, c'est bien aussi du fait que voilà, je viens de la base de trucs comme ça. Mais par exemple, n'importe qui sait que tu prends un super plugin de piano, et aujourd'hui, il y en a, hein, genre les banques contact. Dans les banques Mm. contact, il y a des pianos comme Noir, il y a des trucs complètement ouf en piano. Mais tu te mets face à un vrai piano, en fait, il se passe un truc. Il se passe un truc qui est complètement différent. Tu as une vibration acoustique, tu as une espèce de magie, tu as un truc. En tout cas, si tu es réceptif à ce genre de choses, euh, moi, c'est pas un réel besoin qui m'a amené à Mm. acheter du matériel, mais c'est genre que ça me plaît. Mais par contre, cette énergie-là, je pense elle m'a permis de choper des jobs et de créer des sons que j'aurais pas pu faire avec que des VST, mais parce que c'est Oui. mon chemin. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Et lui, il fait une carrière monstrueuse, il est hyper fort et ça se trouve, jamais il prendra plus de plugins que Contact et Omnisphere. Mais voilà, avec Contact et Omnisphere, si tu as les idées, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est avant C'est tout une ça. question C'est d'idées, beaucoup. Oui. si tu as Mm. les idées, tu peux faire tu peux tout faire, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Mais tu vois, un truc moi qui m'avait rendu très enthousiaste que j'ai acheté il y a quelques temps, alors ça c'est une vieillerie, c'est le Ok, Yamaha MU 128, et ok, c'est un peu l'équivalent du contact de l'époque, c'est-à-dire qu'en fait ok. t'as des boutons piano, chrome percussion, etc. et tu navigues dans les menus avec ça. Et en fait je trouve ça extrêmement cool parce qu'en fait à l'arrière t'as toutes les sorties classiques, hein, t'as du MIDI out et tout ça. Et en fait ça typiquement c'est ce qu'on utilisait pour faire les musiques des jeux sur PlayStation 1, etc. Ok. Et je trouve ça assez fascinant parce qu'en fait, il y a un côté un peu. Le début des moments où on a commencé à vraiment utiliser du MP3, entre guillemets, pour grossir le trait, dans le jeu vidéo. Et ça a une part particulière qu'on ne retrouve pas et qui n'existe pas vraiment, Bah, en fait, en complètement. VST. Mais ça, c'est le cas pour plein d'instruments. Je reprends l'exemple Oui, de la Pulsar. Il y a plein de super VST de boîte à rythme. La Pulsar, ça n'existe pas. En fait, tu trouveras pas un c'est truc ça. comme ça. Et même dans l'ergonomie, voilà, c'est bon. Après, il faut avoir le goût des instruments. Après, c'est aussi, il y a beaucoup d'instruments moi que j'ai achetés pour mes projets personnels. C'est-à-dire que si et la Pulsar, je pense sincèrement qu'il n'y a pas un documentaire où je vais m'en servir. Hmm. Ou peut-être pour faire un peu de bruitage à un endroit, mais c'est des instruments très particuliers. Oui, Mais ça voilà. s'adapte pas à tous les besoins, quoi. Après, comme tu dis, il y a 1000 parcours, 1000 trucs. C'est surtout une question de goût. Il y a des gens qui font tout avec 3 plugs, machin. Et puis il y a des gens qui utilisent pas de plug, qui utilisent que du hardware et ça se passe très bien aussi. Il y a des Hmm. gens qui mélangent les deux. Moi, j'aime bien les deux. Et tiens, en parlant de jeux vidéo, j'ai chopé un truc sympa là, il y a 2 jours. Je sais pas si on va le voir. Est-ce que tu vois dans le coin alors, attends, non, c'est là. Là, tu vois, Ouais, il y a une télé tout en haut. Il y a oui, un oscilloscope en dessous, et en dessous, il y oui. a une console. Ah, mais c'est un. C'est une Attends. Vectrex. Oui, c'est bien ce qui me semblait, j'allais dire une Vectrex, ouais, c'est Ouais, ça. c'est une Vectrex. J'ai chopé ça pour. Alors les puristes vont hurler, mais en fait, je vais la faire modifier pour en faire un oscilloscope en fait.
mais un D'accord. oscilloscope pour faire du dessin avec les sons, etc. Mais c'est donc une console de 82 qui avait la particularité d'être avec un tube cathodique et le rayon il est Hmm. bleu métal et il est d'une beauté hallucinante. C'est-à-dire que Oui, c'est mais c'est vraiment beau Univertrix, hein. c'est un grain incroyable. Donc voilà. Comme je suis chez un gars du jeu vidéo. Ah, bien sûr. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de justement aller vers le milieu de l'image un peu comme toi, tu lui dirais, tu donnerais quoi comme conseil? Alors, pour mettre un pied dans le milieu de l'image, il y a un truc qui me semble assez logique. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas. C'est commencer par faire de la librairie musicale. C'est-à-dire, en fait, se rapprocher d'éditeurs. Il y en a plein, vraiment plein d'éditeurs. Contrairement à quand tu es un artiste et que tu veux un rendez-vous chez Universal ou truc comme ça où c'est très compliqué, les éditeurs souvent sont preneurs de nouvelles rencontres parce qu'ils font du volume. Ils font beaucoup de Hmm. musique. Donc moi ce que je conseille c'est de prendre l'annuaire internet de tous les éditeurs et puis de se faire une démo sur SoundCloud. Alors un conseil très utile, ne jamais envoyer de WeTransfer, de Smash ou n'importe quel truc qui nécessite un téléchargement parce que c'est des gens qui ne téléchargent pas. Donc il faut Hmm. envoyer du streaming. Donc la page SoundCloud, c'est un peu l'idéal. Donc de se faire une playlist SoundCloud avec ce qu'on sait faire de mieux sur 4 morceaux, pas plus, sachant qu'ils écouteront vraisemblablement que les 30 secondes du premier morceau et si ça leur plaît peut-être le deuxième. Mais voilà, et d'envoyer un truc court, concis. Pareil, il faut que pas d'intro à rallonge. Il faut que dans les 15 premières secondes, on ait capté le propos, qu'il y ait un truc impactant. Et avec cette petite playlist SoundCloud, d'aller démarcher des éditeurs et éventuellement de trouver des plans pour faire de la librairie musicale. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc la librairie musicale, c'est que tu fais un album où tu fais des morceaux à thème qui sont signés en édition. Et l'éditeur, moyennant un pourcentage de ce que ça rapporte, te trouve des plans. C'est-à-dire qu'il va te synchroniser ton morceau. Ça peut autant être sur une émission de télé que sur une publicité, que sur un film, que sur une série, etc. Et donc tu commences à gagner des droits d'auteur. Et surtout, par ce biais-là, quand tu pars de zéro, quand c'était mon cas, j'ai fait ça, et ben dès que tu as un petit truc, moi j'avais eu un truc pour une émission de télé, machin, bah hop, je récupère les images et je commence à me faire mon site, quoi, tu vois. Et puis au début, t'as un truc à montrer, après deux, après trois, après quatre, et puis après tu te fais un site avec plein de trucs dessus, enfin tu connais. Et voilà. Et donc la librairie musicale, c'est un truc très accessible. Je sais pas si ça a un grand avenir avec l'IA, mais en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai démarré et c'est comme ça que beaucoup de copains ont démarré. Après, il y a aussi, si tu as un pote qui fait des courts-métrages, faut pas hésiter surtout au début, à bosser un peu gratos pour essayer de se faire déjà de se faire la main et puis de se faire un petit catalogue, d'avoir des choses à montrer. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré, c'est avec la librairie musicale et puis j'ai rencontré un réalisateur donc un petit projet qui payait pas de mine mais qui finalement s'est avéré être un gros truc et petit à petit un plan amène l'autre et voilà et petit à petit on évolue, on fait de plus en plus de trucs. Très bien. Bah, c'est très bien. Je pense que ça donne pas mal de pistes aux gens qui voudraient faire la même chose, donc c'est cool, merci. Ouais, C'était après cool. l'IA c'est vraiment un game changer hein, parce que en fait Hmm. du coup maintenant ça donne la possibilité à de plus en plus de gens qui sont pas musiciens de faire de la musique. Mais quand je dis pas musicien, c'est genre pas musicien du tout. Et le problème, c'est que ça, quand c'est des musiciens qui s'en servent, c'est génial parce qu'ils utilisent l'IA comme un outil. Mais après, il Oui. y a aussi des producteurs qui veulent plus payer des musiciens, qui se disent ah bah tiens, moi je vais, je vais passer un petit quart d'heure à lire la notice et puis je vais faire moi-même mes morceaux. Donc en fait, il y a quand même une vraie modification de notre métier actuellement qui se fait. Mais j'imagine que c'est pareil pour les graphistes, c'est pareil pour bien plus que tous les métiers artistiques. D'ailleurs, ça chamboule même les architectes, enfin, tout et n'importe quoi. Et je sais que dans la musique, ça va vachement changer. Donc, quelqu'un qui voudrait se lancer un peu là-dedans, je lui conseillerais aussi de monter un petit projet pour faire du live. C'est-à-dire Hmm. que, contrairement à l'Asie, on n'est pas encore prêt en France à aller voir des concerts de droïdes. Donc, il y a toujours moyen de gagner sa vie en faisant du live, de l'enseignement, des trucs comme ça.
Moi, j'ai commencé aussi à gagner ma vie en donnant des cours de basse, tu vois. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça pour démarrer. C'est sûr que quand on démarre, à moins d'un gros coup de chance, hein, c'est tout le mal que je souhaite aux gens qui se lancent et qui écoutent, mais ça part rarement du premier coup sur un super plan. Oui. Donc, il y a des phases d'errance. Il faut savoir accepter dans la joie et la bonne humeur. Et donc, pour payer son premier loyer, tu vois, faire des petits plans de librairie tout en filant des cours de MAO, de guitare, de ce que tu veux, tout en allant jouer dans le bar où tu vas boire des coups, où tu vas proposer au gars qui tient le bar, tu dis tiens, moi je pourrais venir te faire un petit concert et tout, machin. Voilà, tu fais système D au départ. Et puis après, Mm. quand tu as le choix, quand tu as suffisamment de plans pour être plus sélectif, tu commences à devenir plus sélectif et voilà quoi. Mais au départ, faut y aller, il faut tout faire, tout et n'importe quoi. Bien Et sûr. surtout, il y a un truc aujourd'hui, il y a un délire autour du streaming. Je pense notamment aux grosses plateformes comme Spotify, où les gens se rêvent là-dedans alors que c'est le miroir aux alouettes, comme disait ma grand-mère. C'est un truc, c'est vraiment une minorité les gens qui arrivent à vivre du streaming. Et ceux qui en vivent, ils en vivent pas non plus hyper confortablement. Non. Et il y a des trucs beaucoup plus rentables que ça. Mais les gens, c'est devenu une espèce de point central. Parce que j'ai fait quelques trucs, tu vois, quelques discussions, quelques émissions des sondiers aussi. Et, euh, Mhm. et c'est vrai qu'il y a toujours ce sujet dans comment gagner sa vie dans la musique. Et les gens ne parlent que du streaming. C'est un truc, moi, ça me fait halluciner. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la musique, bon, déjà, ça va calmer tout le monde, mais il n'y avait pas Internet. Donc en Mm. fait, fallait le modèle économique, c'était pas du tout le même. En même temps, c'est très important de s'adapter au modèle économique actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être youtubeur, tu peux gagner ta vie comme ça, etc. Ça, c'est un truc vraiment à prendre en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que les trucs qui nous faisaient gagner notre vie à l'époque, ils font toujours gagner leur vie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était des trucs très concrets. C'est-à-dire aller filer des cours et aller jouer, en fait, tu vois. Et donc ça, quand tu vas jouer dans un truc que tu mixes, que tu fais des trucs que t'aimes la musique, que t'es un peu versatile, etc., t'as des plans très concrets, ou si tu fais pas d'instrument mais que t'es fort en MAO, tu vas proposer tu vois, tes services dans des MJC, dans des trucs comme ça, et tu commences comme ça en fait. Très vite, en fait, tu peux avoir une activité qui est concrète. Parce que si tu bosses chez toi, que tu fais de la prod et que tu fais 200 titres en espérant qu'un de tes titres devienne un hit sur Spotify, la voie est osée, quoi. Le Ah, chemin puis oui. ouais. Puis je trouve que en fait, ça devient très aliénant parce qu'en fait, tu finis par te dire, ok, pour que je marche, il faut que je sois dans les playlists, donc pour que je sois dans les playlists, il faut que je fasse la même musique que mon voisin. Et donc en fait, tu finis par essayer de faire du mimétisme. Et en fait, c'est presque un travail de faire de la musique de banque, mais tu sais, les musiques de banque, Ouais, ouais. genre je vais faire la musique d'Halloween, je vais faire la musique de Noël. En fait, on est presque dans ce schéma-là. Oui, mais alors si tu fais Oh, ça, si je te coupe, excuse-moi, mais si tu fais ça, faut le faire vas-y. pour un éditeur. Parce qu'un éditeur, ta Oui. musique de Noël ou ta musique d'Halloween, il va te la placer Oui. sur des trucs. Moi, j'ai un Non, mais. qui vient de sortir Hmm. un album de Noël, tu vois. Bon, c'est un job alimentaire. Ceci dit, il s'est amusé en le faisant parce que c'est un exercice de Oui, style qui est rigolo. Mais il a fait un album de Noël. Le truc, je peux te dire que ça cartonne. Il a été bien placé sûr. sur plein de pubs et tout. Ça lui a rapporté 1 an de salaire. Et ben, avant de faire ça avec du streaming, bonne chance, Oui, sachant qu'en plus les playlists, c'est verrouillé par les maisons de disques. En fait, c'est-à-dire que oui, tout est truqué. C'est-à-dire que si tu veux apparaître sur une playlist et que tu es un petit indépendant, à moins de faire partie du 0,01% c'est ça. du truc viral, mais en gros, c'est faut mieux prendre un ticket à la loterie nationale, c'est pareil. Si t'as pas une maison de 10 derrière qui paye les playlists, etc., tu resteras. Je sais plus combien, je crois qu'il y a 60 000 sorties par jour, un truc. Oui, un Le truc comme ça. chiffre, mais un truc délirant. Oui, oui. Mais en fait, je faisais la comparaison parce que c'est parce que dans le format de la musique de librairie où tu fais de la musique un peu événementielle, Ouais, t'as ce truc de il faut que tu chopes les codes, etc. ouais. Sauf que là, c'est poussé à l'extrême dans Spotify parce qu'en fait, tu dois faire de la pop musique, entre guillemets, qui va correspondre à un certain nombre de critères pour espérer être dans une playlist, alors que t'es même pas sûr d'avoir la retombée derrière, en fait. Ah oui, mais pour Donc, moi, quand tu fais de la musique sur Spotify, enfin, quand tu fais de la musique que tu mets sur Spotify, euh,
il faut pas te tromper de bataille en fait. Si tu veux faire de la Oui, librairie, si tu veux que ta musique soit synchronisée, si tu veux que ta musique génère de l'argent, il faut, c'est pas avec c'est Spotify. pas avec Mm. Spotify, c'est avec des éditeurs que tu fais ça. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un truc à pas confondre. Ce que tu mets sur Spotify, c'est la musique que tu kiffes et que tu as envie de partager avec tes potes et de faire écouter sans d'autres attentes que ça, en fait. Alors après, Oui, t'es pas à l'abri d'une petite réussite, d'un buzz, mais tu peux avoir tes quelques milliers de followers et puis faire tes quelques streams en mettant oui. la musique que t'aimes bien. Mais c'est pas un modèle économique. En tout cas, si tu fais de la musique si tu fais des chansons de Noël et que tu les mets sur Spotify en espérant que, c'est tout le mal que je te souhaite. Il y en a qui y arrivent, hein, il y a des contre-exemples dans tout, hein, tout le temps. Oui, Mais toujours. en termes de méthode, c'est 100 fois plus efficace d'aller voir un éditeur et de le proposer parce que lui, il va te la placer direct sur des émissions de télé, directement sur des trucs qui vont générer de la SACEM, déjà. Et c'est le jour et la nuit, hein. Moi, je vis de mes droits d'auteur euh, parce que pas grâce à Spotify, du tout. Oui, Spotify, ça doit me rapporter 500 balles par an, un truc comme ça, hein. Enfin, tu peux pas vivre de Spotify. oui, non, c'est Et- clair. Bon, il y a un truc que je fais avec Spotify, et c'est la seule raison pour laquelle je l'utilise, c'est pour uploader les BO de projets de jeux sur lesquels je bosse. Ouais, mais C'est-à-dire c'est qu'à chaque super. fois que je sors. C'est très bien de Mais c'est faire tout, ça. quoi. Mais c'est Et super. et puis c'est bien pour les gens qui ont aimé le jeu, bah ils vont retrouver la BO et puis seront contents, quoi. Et ça Et je fais s'arrête un là, peu quoi. la même chose. Moi, j'ai plusieurs pseudonymes pour des BO et tout. J'ai mis quelques BO, j'ai quelques trucs sur Spotify. Après, je mets des morceaux que je fais que j'aime bien. Là, je suis en train de finir un album pour mon plaisir personnel qui sera sans doute aussi sur Spotify. Mais c'est un truc, ça fait pas partie de mon modèle économique. Ça fait plus Hmm, partie de partager ma musique, en fait, si tu veux. bien sûr. Mais après, voilà, je dis ça, et puis ça se trouve, il y a 10 mecs qui vont me dire, mais non, mais tu dis racontes n'importe quoi, moi ça cartonne et tout, je vis avec Spotify. Et bah, Mais il y en a, je sais que, tu vois, je sais qu'il y a un copain de, de Knarf, là, des sondiers, que tu connais sûrement, qui s'appelle Toxic Avenger, je crois qu'il fait de la musique de jeux vidéo aussi. oui, oui, et j'aimerais bien Lui- l'avoir sur la chaîne d'ailleurs pour une interview, je pense que ça serait très intéressant parce que lui, pour le coup, il a fait un peu de tout. Ouais, et Et puis d'après d'après ce que j'ai cru comprendre, lui, justement, il génère des revenus conséquents avec Spotify. Donc, c'est le parfait contre-exemple de ce que je suis en train de dire. et bah, écoute, tu me donnes une bonne excuse. Je vais essayer de l'inviter dans une prochaine interview. Ça me donnera une bonne excuse pour, Non, pour non, mais aborder le sujet, tiens. je veux dire, je dis ça parce que je modère. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde qui manque cruellement de nuances, tu vois. Oui. Donc, il n'y a pas de chemin tout fait. Il y a des gens qui vont faire exactement l'opposé de ce que je suis en train de dire et ça va cartonner, ça va marcher et tant mieux pour eux. Moi, je parle déjà de ce que j'ai vécu et aussi d'une généralité du monde des gens que je connais. Si tu veux, je Hmm, connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de compositeurs. Beaucoup. ouais. J'en connais plein qui gagnent très, très, très bien leur vie, mais vraiment super bien. Et ces gens-là, ils gagnent très bien leur vie parce qu'ils ont fait de la musique pour des films, pour des réalisateurs, pour de la pub, pour des éditeurs, pour des maisons de disques. Et donc, ils vivent de la musique via la SACEM et pas via le streaming. Donc, ils ont des droits d'auteur, en fait. Et ces droits d'auteur, pour les capter quand tu démarres, il faut mieux passer par des éditeurs, quoi. Pour finir cette petite vidéo qui dure déjà depuis un petit moment, Mm. est-ce que tu as une recommandation pour les gens qui nous écoutent? Ça peut être un plugin, un instrument, une vidéo, n'importe quoi, un truc que tu aurais envie de nous faire découvrir aujourd'hui, qui pourrait intéresser les gens. Alors moi j'utilise pas mal. Alors j'ai découvert ça. En fait, j'ai découvert ça parce que j'ai travaillé pour eux, mais je connaissais pas. Ça s'appelle Loopmaster. Je sais pas si ça te parle ou pas. Oui, je connais. Et ils ont une plateforme qui s'appelle Loop Cloud. Et moi je connaissais pas. Et en fait j'ai fait des banques de basses. En fait on m'a contacté sur un projet et j'ai enregistré des basses. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce logiciel que j'utilise en fait maintenant beaucoup. Qui me fait gagner un temps monstrueux. Donc c'est un logiciel pour t'expliquer, tu ouvres une piste instrument sur ton truc, tu charges ce qui s'appelle Loop Cloud et c'est une petite interface qui se met au tempo de ta session et tu choisis aussi ta tonalité ou tes tonalités. Et en fait ça te propose soit des loops, soit des sons en one shot de tous les instruments possibles et imaginables.
Et en fait, D'accord. tu achètes la licence pour les loops, donc tu prends un abonnement, tu achètes la licence. Et c'est super pratique pour aller vite, pour faire des titres. C'est aussi très inspirant. C'est-à-dire que des fois, moi, je pars de loops de Loop Cloud, tu vois, qui à la fin sont plus du tout dans le morceau, mais qui m'ont donné une impulsion de départ pour créer le titre. Hmm. Et donc voilà. Et donc pour les gens qui veulent faire de la musique, des commandes, des trucs comme ça, c'est super parce que si un jour, tu vois, t'as pas de budget, puis le mec il te dit ah ouais, moi je voudrais du oud, tu vois, je voudrais un instrument berbère pour ma BO et que toi t'as pas le budget, bah tu vas là-dedans et t'as tout. Et donc ça peut dépanner pour certains trucs. T'as vraiment tous les instruments possibles et imaginables et c'est plutôt qualitatif. Ouais, effectivement, je regarde là, ça a l'air vraiment très cool. J'irai jeter un coup d'œil. Bah, je pense que ça va intéresser pas mal de Et gens. c'est ce qui est super, c'est que tu vois, par exemple, c'est assez collaboratif, c'est-à-dire que moi j'ai enregistré des vraies basses pour ce truc-là, qui sont disponibles donc en boucle, que tu peux changer de tonalité, que tu peux mettre dans ton morceau, que tu peux découper, que tu peux sampler. En fait, c'est un genre de banque de samples géante et autorisée. Et il y a des trucs vraiment ultra qualitatifs. Et même, tu vois, si tu cherches un pied de grosse caisse ou un truc, ou un charlet, un truc comme ça, tu vas là-dedans. Moi, je me suis fait des banques de sons de pieds ou de samples one-shot, quoi, tu vois, qui sont super qualitatifs. Que je mélange avec le reste, tu vois, toujours dans cet esprit d'essayer de faire ma tambouille. Et voilà, ça, c'est ma découverte de ces. Ça va faire 2-3 ans que j'utilise ça. 3 ans. Et ça m'aide pas mal dans mon travail. Bah, et je pense que ça va intéresser pas mal de gens, donc merci. Voilà. C'est cool. Bah écoute Tristan, merci de ton temps. Mais C'était de cool. rien, c'est un plaisir. Et bah écoute, je pense que les gens ont appris plein de choses et je pense que c'est l'essentiel. Je pense qu'on a bien discuté et ouais, je pense que les gens ont appris plein de trucs, donc c'est trop bien. Eh ben, Bah merci de écoute, m'avoir invité, Aurélien, et puis au plaisir alors. carrément. À la À la prochaine. Ciao prochaine, ciao. salut. Ciao.